Cambodge, le gouvernement pro-vietnamien de Phnom Penh veut interdire l'aide humanitaire à ceux qui fuient. En France, la Poste ne s'occupe plus seulement du courrier, dorénavant elle va vous aider dans la vie quotidienne. Le procès marathon du talcum orange, les familles ont-elles vraiment les moyens de se défendre? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Cambodge est la une de ce journal. Le Cambodge parce qu'aujourd'hui, deux informations importantes nous le montrent du doigt. L'une est plutôt rassurante, elle nous vient de Bangkok, d'où nous arrivent les images que vous allez voir. Les Thaïlandais sont en effet mis d'accord pour accepter tous les réfugiés cambodgiens, qu'ils soient ou non accueillis définitivement par des pays tiers. Cela veut dire que Bangkok n'établit plus de filtre dans la misère. Malheureusement, de Phnom Penh nous arrive une autre information. Le gouvernement pro-vietnamien qui est en place là-bas veut faire cesser toute aide humanitaire aux populations échappant à son contrôle, c'est-à-dire essentiellement dans l'ouest du pays. C'est une sorte de stratégie de la famine pour obliger chacun là-bas à reconnaître le nouveau régime. Et dans ces conditions, on comprend mieux la révolte de 3 grévistes de la faim en France, à Chalon-sur-Saône, qui manifestent pour protester contre le massacre cambodgien depuis le début de la semaine. Henri Gallet et Gilbert Uzan ont enquêté là-bas. La radio, la télévision déversent chaque jour les statistiques de l'horreur en provenance du Cambodge. 4 millions d'habitants aujourd'hui. Ils étaient 8 millions avant que ne débute le génocide. Mais pour l'homme de la rue, est-ce que ces chiffres signifient quelque chose ? Se sent-il concerné par le fait de savoir que là-bas, et là-bas c'est loin, 95% des enfants souffrent de malnutrition. D'autres chiffres, des médecins, il n'en reste plus que 54. Ils étaient avant 487. Les instituteurs, ils sont 2700. Ils étaient 21 000. Vous vous sentez concerné par ce qui se passe là-bas? Oui et non. On n'a pas fait grand-chose, nous. Hein. Pas concerné pour moi, non, je me sens pas concerné puisque je ne suis pas là-bas. On a chacun ses soucis, mais c'est très malheureux. Ça, je reconnais franchement. C'est quand même un génocide, on ne peut pas rester insensible à des choses semblables. Ils sont concernés, bien entendu, c'est sûr, oui. Les gens, ils jettent du pain dans la rue, puis quand on voit tous ces malheureux, là, ben, ça me révolte. La ZUP des Prés Saint-Jean à Chalon-sur-Saône. 3 hommes ont entamé ici une grève de la faim. 3 croyants qui ont cessé de s'alimenter au moment où se posait à Paris l'avion de Wak Wo Fong. Cette grève durera pendant la visite du premier des Chinois en France. Ces 3 hommes, un laïc, un prêtre et un réfugié cambodgien, avec ceux qui les soutiennent, pensent qu'une telle démarche n'est pas inutile. La France et la Chine ont tous deux droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Le génocide peut et doit être arrêté. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous avons fait appel à tous les hommes de bonne volonté, épris de paix, de liberté et du respect de la vie. Et nous avons reçu le soutien de beaucoup de monde, des gens qui partagent notre foi et en Jésus, mais aussi des tas de gens qui ne sont pas de notre opinion religieuse, mais qui croient en la valeur de l'homme. C'est trop facile de faire appel aux armes. Par une action non violente, nous voulons leur dire qu'il y a d'autres moyens pour faire revenir la paix au Cambodge. Chaque jour, des hommes et des femmes de Chalon-sur-Saône viennent jeûner en compagnie des 3 grévistes de la faim. Croyants de toute confession, on trouve ici des catholiques, des protestants, des israélites, des bouddhistes, mais aussi des non-croyants. Une simple affiche dans cette pièce où se déroule le jeûne. Jésus est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Ne dormons pas pendant ce temps. Oui, les grévistes de la faim qui, nous le disions initialement, entendaient faire coïncider leur mouvement avec la visite de Wak Wo Fong en France, iront peut-être au-delà. Wak Wo Fong qui était aujourd'hui en Bretagne, Bernard Benjamin était avec lui. C'est un voyage qui répondait finalement à 3 préoccupations. Préoccupation sentimentale d'abord, dans la mesure où Rennes a été la première ville en France à accueillir des étudiants chinois. C'était il y a 15 ans, en 1964. Préoccupation technique ensuite, puisque la Bretagne abrite entre autres l'usine Thomson CSF que le numéro 1 chinois a visité cet après-midi et qui construit actuellement des radars pour la Chine. Préoccupation sociologique enfin pourrait-on dire. La Bretagne est sans doute l'une des régions en France qui connaît actuellement le rythme le plus élevé de modernisation. Or, au moment où la Chine est engagée dans sa fameuse bataille pour ses 4 modernisations, c'était un exemple qui méritait d'être montré. 3 préoccupations qui étaient du reste réunies aujourd'hui à Brest avec la visite de l'usine Thomson CSF. Côté sentimental,
Guofeng a retrouvé ici des ingénieurs stagiaires chinois qui suivent actuellement des cours de perfectionnement. Côté technique, le numéro 1 chinois a vu les radars fabriqués dans cette usine, destinée à la Chine et qui équipe déjà l'aéroport de Pékin. Quant au plan sociologique, cette visite lui a montré que cette modernisation de la Bretagne était entrée dans les faits, impression qui devait être confirmée un peu plus tard avec le centre d'océanologie de Brest. Oui, on me dit que dans la délégation officielle chinoise, certains s'inquiétaient des rumeurs sur l'état de santé de Lénine Brejnev, rumeurs qui ont été démenties mais qui ont alerté plus d'un, par exemple notre dessinateur Gus. Nous nous inquiétons parce que nous connaissons Brejnev, a dit un responsable chinois, mais avec son successeur, ce serait l'inconnu. Puisque nous parlions des pays de l'Est, sachez que 24 spectateurs polonais qui assistaient avant-hier à Amsterdam à un match de football entre les Pays-Bas et la Pologne en ont profité tout simplement pour rester définitivement en Hollande. Les affaires françaises maintenant, avec tout d'abord des nouvelles de l'état de santé de Raymond Barre. L'évolution est favorable, nous dit le dernier bulletin de santé, qui ne précise cependant pas le mal réel dont souffre le Premier ministre. On sait simplement que sa tension artérielle a brusquement poussé. Cela dit, d'après les médecins, une reprise d'activité constituerait une imprudence. Raymond Barre devra donc se soumettre à d'autres tests la semaine prochaine. Il devra donc peut-être diriger les affaires de la France du fond de son lit. Une ligne directe a été établie avec son directeur de cabinet qui lui a déjà rendu visite 2 fois. Et puis tout à l'heure, en début d'après-midi, ce fut au tour du président de la République qui a remercié son Premier ministre de l'effort exceptionnel de travail et de courage qu'il a déployé depuis plusieurs mois, je le cite. Valéry Giscard d'Estaing qui a tenu d'autre part à prendre des nouvelles de Madame de Gaulle qui est toujours hospitalisée dans un état grave au Val-de-Grâce. Les socialistes vont sans doute récupérer le siège que la commission de recensement leur avait repris au lendemain des élections européennes pour l'attribuer à l'UDF. C'est en tout cas ce que souhaite le commissaire du gouvernement qui a demandé au Conseil d'État d'annuler les professions de foi litigieuses. Et dans ce cas, la liste Mitterrand aurait 22 sièges, la liste Veil 25. La décision définitive du Conseil d'État sera rendue publique lundi. Élection toujours avec... demain, après-demain plutôt, à Aix-en-Provence, les élections municipales. C'est la 3e fois en 3 ans, après 2 annulations, là encore, par le Conseil d'État. Test national, disent certains, situation bien particulière, répondent d'autres, comme Jean-Louis Le Seine, notre reporter sur place. Aix-en-Provence, 120 000 habitants, 60 000 électeurs, plus de 20 000 rapatriés. Dans cette ville jeune et bourgeoise à la fois, la gauche, même aux temps idylliques du programme commun, ne s'est jamais présentée unie devant les électeurs. Aujourd'hui, alors que des municipalités d'opposition connaissent des problèmes sérieux, la gauche à Aix est arrivée en 10 jours à mettre sur pied laborieusement une liste d'union. Phénomène nouveau qui transforme ici toutes les données de la vie politique. Candidat du Parti socialiste, soutenu par les communistes et quelques écologistes, le docteur Jean-François Picheral mène une campagne empreinte de sérénité. La sérénité d'un protestant sévenol, comparable à celle de son cousin Gaston Defferre, le député maire de la métropole voisine, Marseille. À l'avant-veille du scrutin, le docteur Picheral se défend d'avoir conclu avec les communistes un accord de pure tactique électorale. Dernièrement, le Parti communiste et le Parti socialiste se sont réunis à Paris courant septembre et je crois, et je pense, et je suis sûr que l'unanimité s'est faite sur une action commune au niveau municipal. L'occasion a été rêvée, il a fallu la saisir, nous l'avons saisie. Le maire sortant, Alain Joissin, radical valoisien, a derrière lui l'expérience de 15 mois de mairie. Jeune avocat en vue au barreau d'Aix, il a pour lui son dynamisme, contre lui le fait d'être taxé d'autoritarisme. Sa liste va d'un centre-gauche accentué par la présence de 4 socialistes dissidents à une extrême droite non définie. Mais quand on lui fait remarquer que sa liste est trop hétérogène pour être totalement crédible, Maître Joissin dément. J'ai le sentiment, au contraire, d'avoir réalisé, dans le cadre de la venue des socialistes sur ma liste, un commencement de la réconciliation nationale. Et c'est d'ailleurs tout le sens de la politique voulue par le président de la République. J'espère que c'est la préfiguration de 1981. La situation serait claire si une 3e liste ne s'était mise sur les rangs. Celle d'un dentiste, le docteur Pierre Vidal, qui se dit apolitique, mais qui apparaît aux yeux des Aixois comme un candidat anti-Joissin et majoritaire, même si le docteur Vidal nie être un diviseur de la majorité. Il n'y a pas de politique à la municipalité, de la gestion commune pour le bien de tous. Et ça, c'est notre but. Par conséquent, nous ne sommes pas des diviseurs, nous sommes au contraire des
des unificateurs et nous nous présentons dans le but d'apaiser les tensions qui existent à Aix, puisque vous savez qu'en 3 ans, nous avons eu 2 élections. Reste la 4e liste officielle, la liste d'un jeune homosexuel qui de toute façon sera dans l'impossibilité d'être maire, puisqu'il n'a pas réussi à trouver l'argent nécessaire pour faire imprimer ses bulletins de vote. Il réfute pour sa part l'accusation de vouloir tourner en ridicule le suffrage universel. S'il y a une liste ridicule ou plusieurs listes ridicules à Aix, c'est certainement pas la nôtre. Et si on se présente, il faut vous le dire, c'est que nous voulons maintenant être considérés comme citoyens à part entière et comme homosexuels. Depuis une semaine maintenant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Aix-en-Provence vit dans la fièvre encore. Faut-il ne pas confondre, la fièvre, c'est pour les états-majors des partis politiques, pour les militants. La population, elle, dans son ensemble, est plutôt lasse. Le ras-le-bol qui s'était manifesté ici lors des dernières élections municipales partielles en juin 1978, ce ras-le-bol s'est transformé aujourd'hui en indifférence. Et puis, tout le monde est persuadé à Aix que la nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, n'aura de toute façon pas le temps d'appliquer véritablement un programme, puisque les prochaines élections municipales générales auront lieu en 1983, c'est-à-dire dans 3 ans seulement. Résultat, bien, face à cette indifférence, à cette lassitude, les candidats n'ont qu'une solution, dire partout dimanche votez pour qui vous voulez, mais surtout ne vous abstenez pas, car personne ici ne veut être l'élu de moins de la moitié de la population, et c'est pourtant ce qui risque d'être protester à la mutualité contre le projet de reconduction de la loi. Monique Pelletier, chargée précisément de défendre le dossier, sera lundi soir l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et de Alain Duhamel pour Carte sur table. On y parlera bien sûr d'autres sujets, par exemple de la drogue dans les lycées. Jean-Pierre Elkabbach qui a par ailleurs conclu en compagnie de Louis Berriot un accord cet après-midi avec une quinzaine d'associations de consommateurs qui pourront participer à l'élaboration de reportages dans nos journaux sur les sujets qui les intéressent directement. Jean Fabre, citoyen français, mais aussi leader du parti radical italien, arrêté hier soir à Orly. Ne pas le confondre avec Robert Fabre, c'est un militant non violent, considéré comme insoumis en France et qui, de ce fait, avait été condamné à 4 mois de prison par un tribunal militaire. Le mouvement des radicaux de gauche et les radicaux italiens, qui mettaient au point des actions communes, dénoncent ce soir cette arrestation. La loi française remet au gouvernement, au pouvoir, l'opportunité d'arrêter à un moment donné ou à un autre une personne. Donc hier au soir, on a établi qu'il était opportun, juridiquement parlant, opportun, arrêter Jean Fabre. Un non-violent, un secrétaire à fonction constitutionnelle selon notre constitution d'un parti non-violent, à un aéroport. Je crois que dans un aéroport, il y a eu récemment M. Bocassa, mais il n'a pas été arrêté, je crois. Jean Fabre a été très souvent en France. On a presque chaque fois, comme il est notre méthode de désobéissance civile, nous avons presque chaque fois préannoncé notre présence aux autorités. Il a parlé il y a 20 jours encore à Strasbourg, c'était son nom sur les affiches. Donc, on a très souvent eu le loisir et l'opportunité d'arrêter Jean Fabre. C'était fait seulement hier, parce que hier, le gouvernement et le pouvoir en France ont établi qu'il était opportun. Drame dans un collège d'Aubervilliers, près de Paris. Un adolescent de 15 ans a été tué au cours d'une dispute avec un autre enfant de 12 ans. L'enfant de 15 ans est mort des suites d'un coup de canif. Ce problème de la violence au lycée que nous avons déjà abordé dans une enquête préoccupe vivement les parents d'élèves et les responsables de l'éducation. Christian Bonnet prend des engagements, la police aura plus de moyens pour assurer la sécurité des Français. Le ministre de l'Intérieur a fait cette déclaration devant les commissaires de police réunis en congrès à Biarritz. Christian Bonnet n'a pas dissimulé également sa volonté d'écarter de la police les hommes qui se montrent parfois indignes de la servir. Les PTT bougent, le budget de Norbert Segard augmente plus que celui de ses collègues, plus 12,5%, pardon. Même chose pour les créations d'emplois dans son administration. Et puis changement dans les télécommunications, avec d'abord l'arrivée de la télématique, nous en avons déjà parlé, mais aussi la transformation des bureaux de poste, qui vont beaucoup changer. Premier point, les postiers ne s'occuperont plus seulement du courrier. Pour éviter la fermeture de 4 à 5 000 bureaux de poste en zone rurale, leurs missions vont être diversifiées. Déjà, certains guichets servent d'antenne à la NPE pour ses offres d'emploi. Désormais, les bureaux des PTT feront plus encore. Ils pourront délivrer cartes grises et passeports, établir des billets de train et faire des réservations. Le postier pourra même vérifier que votre dossier de sécurité sociale est complet avant de le transmettre pour remboursement. Deuxième point, la sécurité des postiers sera accrue. L'État va investir 83 millions de francs
pour construire des aquariums qui sépareront le public des guichetiers. Troisième point, l'automatisation du tri postal. 7 centres de tri automatiques seront mis en service, 4 pour les lettres, 3 pour les lettres et les paquets. Autre innovation, une partie du tri se fera dans le bureau de poste. L'avantage pour l'administration est clair, en cas de blocage d'un gros centre de tri, le courrier passera quand même. Enfin, quatrième point, l'électronique au service des chèques postaux et des caisses d'épargne. Dans les bureaux de poste de Paris, Nantes et Strasbourg, vous pourrez, grâce à un terminal d'ordinateur, connaître l'état de votre compte ou de votre livret qui seront instantanément crédités ou débités. Retenez enfin ces 2 chiffres qui impressionnent. Il y aura à la fin de l'année 100 000 cabines téléphoniques et 15,5 millions d'abonnés au téléphone. Le talc Orange, un nom devenu tristement célèbre, voilà maintenant près de 7 ans. Ce talc avait provoqué, vous le savez, la mort de 36 enfants et handicapé 8 autres à vie. Au total, 200 familles avaient été touchées. Eh bien, depuis 3 semaines, à Pontoise, s'est ouvert un procès qui tente de définir les responsabilités. Ce procès risque de durer 3 mois. Alors, Martine Laroche-Joubert a essayé de voir comment les familles avaient surmonté cette très pénible épreuve. Je vous préviens tout de suite que ce reportage, lui aussi, est très dur. Dénès Florent. Désistement. Alors absent. De Roi Sonia. Désistement. De Zamaison Corinne. Désistement. Restreint de Nadège. Désistement. Désistement, une litanie de noms et prénoms d'enfants. Ceux-là ne seront pas représentés au procès. Désistement compréhensible quand il a fallu attendre 7 ans. 7 ans où de guerre lasse, certains parents ont accepté des indemnisations tardives offertes par la société Givaudan. Désistement aussi, car le malheur a frappé à la porte de pauvres gens que la justice et ses mystères effraient souvent. Bien entendu, la justice est la même pour tous. Mais au tribunal, 2 mondes qui ne se rencontrent jamais se croisent aujourd'hui. D'un côté des sociétés habituées à manier les mots, les experts. De l'autre, des familles qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir des ténors du barreau. En ce qui me concerne dans cette affaire, je suis commis au titre de l'aide judiciaire. Eh bien, quel que soit le montant de l'indemnité que je percevrai, pour moi, c'est la justice qui est importante, donc je dois m'y consacrer et je le ferai autant que je le ferai avec mon propre talent, qui est moindre peut-être que ceux des ténors dont vous parlez, mais en fait, tout cela est fait dans un but bien précis, c'est celui de la justice. Devant le palais de justice, quelques parents, une dizaine à peine, se retrouvent. Il y a 7 ans, il y avait bien eu des réunions, et puis la lutte de tous les jours, les heures d'angoisse passées sans répit auprès d'enfants handicapés, les dépressions nerveuses, le chômage, les déménagements ont émoussé leur combativité. Depuis quelques semaines, un nouveau comité tente de les rassembler, eux qui pendant des années n'ont pas su vers qui ils pourraient se tourner. Les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour se payer un avocat, même pour se déplacer, parce que ça coûte énormément d'argent, aller de monter à Paris, de supprimer une journée de travail, et il y a des familles qui ont 4, 5 et 6 enfants n'auraient pas pu le supporter. Il y a 3 ans, Givaudan offrait de payer la souffrance des enfants. 50 000 francs pour une mort, 1,5 million pour un enfant handicapé à 100%. Cette petite fille est restée dans le coma pendant 7 jours, valeur Givaudan, 1 000 francs. Il a fallu la rééduquer pour manger, pour parler, pour marcher. Elle ne me reconnaissait plus, hein, la gamine. Hein. On la posait, elle tombait. Elle tenait plus sur ses pieds. Hein. Et on vous a proposé donc 1 000 francs pour retirer votre fille. Ah oui, on nous a dit que c'était à titre humanitaire. Hein. On nous offrait 1 000 francs parce que, c'était comme ça, quoi. C'est comme ça, pour une course de trop, une simple boîte de talc, mal conditionnée par Cetico, commercialisée par Morange, et ce n'est pas facile de s'y retrouver pour les parents. Vous pensez qu'il va se passer quoi à l'issue du procès? Ça va se terminer comment? Là, je pense qu'on va indemniser peut-être certains, mais c'est pas avec des millions qu'on va remplacer des vies humaines. Hein. Alors je pense que ça va se confondre, on va faire languir jusqu'à ce que le procès s'achève. Vous n'avez pas tellement confiance? Non. Non, je veux dire sincèrement, non, pas du tout, même parce qu'on a vu d'autres procès, comment ça a pu se passer. Toutes les sociétés, d'après ce que j'ai pu entendre et lire, se renvoient la balle. Les différents PDG s'estiment non coupables. Alors ça me paraît assez mal parti pour que justice soit faite telle qu'on peut l'entendre, ou que disons que les gens du peuple peuvent l'entendre. Un père, une fille, des parents, des enfants, gens du peuple, comme il nous l'a dit,
face à des sociétés, une multinationale, une énorme entreprise, son PDG, ses avocats. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression dans cette affaire de vous trouver un peu du côté de Goliath, une multinationale, contre David, des parents, sans argent? Ce qu'on oublie dans une affaire comme celle-là, c'est que c'est un homme qui est jugé. Nous avons un système de droit pénal dans lequel, absurdement, à mon sens, on ne juge pas l'entreprise. C'est un homme qu'on poursuit. C'est un homme dont la presse dit qu'il a une part de responsabilité dans la mort d'enfants. C'est un homme qui serait condamné. Et moi, ça me suffit pour que je le défende. Quand vous demandez une chose, là, vous désirez que, finalement, que la société Hoffmann-La Roche-Givaudan soit déclarée non coupable. Mais la société Hoffmann-La Roche-Givaudan ne sera pas, elle, déclarée coupable ou non coupable. La société Hoffmann-La Roche-Givaudan, elle, ayant assumé pour l'essentiel le désintéressement, le sort de ce qui va se passer lui est indifférent. Ça concerne M. Flao. M. Flao, personne physique. Et que va-t-il arriver aux parents alors? Aux parents qui restent partie civile? Vous le demanderez à leurs avocats. C'est le choix qu'ils ont fait. Sur le plan judiciaire, les parents des victimes ont été suivis, je pense. Tous mes confrères, que ce soit au titre de l'aide judiciaire ou pas, ont parfaitement suivi les intérêts des familles en question. Sur le plan financier? Sur le plan financier, je crois qu'ils ont reçu des indemnités pour les déplacements qu'ils ont eus devant les centres hospitaliers. Maintenant, sur le plan de l'indemnisation, ça c'est un autre problème, et c'est le problème que le tribunal va régler. La justice tranchera, mais les parents doivent se sentir bien légers dans la balance face à l'armada de leurs adversaires. Pour une justice équilibrée, les juges, parfois, doivent faire contrepoids. Oui, Languir disait tout à l'heure, un père, ça fait 7 ans que ça dure. Notre page sportive maintenant. Tout d'abord en tennis, Yannick Noah confirme sa forme. Le champion de France a battu aujourd'hui en quart de finale au tournoi de balle le Tchèque Ivan Lendl, qui est l'un des meilleurs joueurs, l'un des 20 meilleurs joueurs mondiaux. Il l'a battu 7-6, 6-4. En demi-finale, il retrouvera celui qui l'avait éliminé du tournoi de Flushing Meadows, le Sud-Africain Johan Kriek. Peut-être une belle revanche en perspective. Et si Yannick Noah arrive en finale, il ne rencontrera pas Björn Borg, qui, blessé, a dû renoncer en quart de finale. Football, match au sommet dans quelques minutes. Les deux premiers du championnat de France, Monaco et Saint-Etienne, vont se retrouver sur le stade de Louis II de la Principauté. Des images de cette rencontre et les résultats des autres parties dans le dernier journal d'Hervé Claude vers 22h45. Et puis un différé également de cette rencontre essentielle dans dans les Jeux du Stade, demain avec également la retransmission du Critérium des As. Les sportifs robotisés, l'ordinateur, vous le savez, rentre doucement dans notre vie quotidienne. Eh bien, il va maintenant rentrer en ligne de compte dans les performances sportives. Dès maintenant, on peut en effet connaître, grâce à lui, les défauts des uns et des autres au tennis ou au lancement du poids. Regardez bien. Oui, regardez ce lanceur de poids. Son mouvement vous semble bon, et même il est bon pour un entraîneur. Et pourtant... Filmé à grande vitesse, repris image par image sur cet écran, le geste du sportif devient analysable par ordinateur qui, lui, y trouve des défauts. Avec ce crayon spécial, l'opératrice repère les points où s'exercent les forces, les tractions sur le corps du sportif, c'est-à-dire les genoux, les hanches, les chevilles, les épaules. Et ça, elle le fait sur chaque image du mouvement, durée du travail entre 1 et 2 heures. Et l'ordinateur, lui, va reconstituer ce geste, va l'analyser, il va y voir les faiblesses, proposer des corrections, toutes choses qu'un entraîneur, même spécialisé, avec un très bon œil, n'aurait peut-être pas pu déceler. L'inventeur de cette méthode s'appelle Gideon Ariel, c'est un médecin israélien. Il a pu utiliser la technique de l'ordinateur dans le sport. Le voici, il faisait partie de l'équipe olympique israélienne en 1956 et 1960 comme lanceur de disques. Il a créé aujourd'hui une société aux États-Unis. Son idée, traiter le corps humain en ingénieur. Son moyen, la biomécanique ou analyse par ordinateur de nos gestes, mouvements, faiblesses, défauts. Vous voyez, c'est la physique vraiment dans le corps humain. Ne croyez pas pourtant que l'art chez l'homme sera remplacé avec cette machine par la science de l'ordinateur. D'innombrables applications surgissent déjà de la biomécanique utilisée aujourd'hui par des sportifs comme ce joueur de tennis. Détection des défauts chez les enfants, aide aux handicapés, rééducation motrice des accidentés, ou tout simplement conception d'outils qui rendent le travail plus facile. Le docteur Ariel prépare une maison de l'an 2001 où chaque objet sera dessiné pour obtenir le mouvement le plus aisé pour l'homme et l'utilisation d'énergie la plus efficace. Une question,
y sera-t-on heureux? On verra bien. Le joueur de tennis, c'était Connors. La météo maintenant, aujourd'hui sur l'ensemble du pays, il a fait un temps frais et brumeux le matin, mais le temps, vous avez pu le constater, s'est rapidement amélioré. Demain, une zone nuageuse accompagnée de quelques pluies est annoncée sur les côtes de la Manche et traversera la Bretagne, la Normandie et les régions du nord du pays. Sur le reste de la France, alternance d'éclaircies et de nuages. Je voudrais vous signaler maintenant la parution d'un quotidien transformé, c'est Sud-Ouest Dimanche. La presse régionale, vous le voyez, se met au diapason car pratiquement tous les journaux quotidiens parisiens ont leur édition du dimanche. Les principaux rendez-vous avec l'information d'Antenne 2, tout d'abord à 22h45 le journal d'Hervé Claude. Demain, samedi et demi, sera présenté par Patrick Lecoq. Il sera au Grand Palais pour vous présenter la Foire internationale des arts contemporains. Et puis à 20h, je pense que vous aurez le plaisir de retrouver Léon Zitrone. Mais ce journal n'est pas tout à fait terminé car avant de le refermer, je voudrais que nous parlions spectacle. Le chanteur et romancier canadien Leonard Cohen a en effet repris sa guitare après 3 ans de silence. Il sera à Paris le 22 octobre et commencera une tournée à travers la France et l'Europe. Comme Bob Dylan et John Baez, il fait partie de ces chanteurs d'outre-Atlantique qui ont donné à la chanson valeur de témoignage, voire d'avertissement au monde politique. Bonne soirée à tous. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her. Suzanne, une des premières et inoubliables chansons de Leonard Cohen. Il n'a rien d'un chanteur à la mode, peut-être parce qu'il les traverse toutes. À 44 ans, Leonard Cohen repart avec ses mélodies en bandoulière, raconter la vie, la mort, l'amour, le monde qui l'entoure, avec une sorte de nonchalance inspirée. C'est un poète qui s'exprime sur des musiques de ballades, un peu folk, un peu western. Son style a marqué depuis 15 ans la mémoire de beaucoup de jeunes chanteurs, anglo-saxons ou francophones. Il a quelquefois pris publiquement des positions politiques, mais il chante la sagesse. Quand on l'interroge sur le rôle du chanteur dans la société, voici sa réponse. Je crois que le travail d'un artiste, c'est de faire ouvrir le cœur pour tous les gens d'un pays, du monde. C'est pas une question de saisir une idée, de battre pour cette idée. C'est une question de faire ouvrir tous les cœurs du monde. Votre arme à vous, c'est la poésie, bien sûr. Pour moi, la poésie, c'est la réalité. La poésie n'est pas une chose différente. Pour moi, la poésie est le plus vrai reportage d'une situation intérieure ou extérieure. Ce n'est pas quelque chose de la littérature, de les autres choses, de les grandes idées, de la métaphysique, de la religion. La poésie, c'est le moyen avec les choses arrivent. Quelles sont les forces qui vous font marcher? Oh, l'idée de l'absolu. Vous êtes croyant? Ah oui, je crois en toutes les choses. Et en Dieu? Le Saint-Dieu. God. Si vous voulez nommer, si vous voulez donner un nom à l'absolu, mais c'est défendu de donner les noms à l'absolu, c'est l'idée d'un absolu. On Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amid the garb